Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour les amis, bonjour à tous. Je sais que vous vous dites ce matin, comme Pâques est passé, ça y est, Ferniaud va enfin nous parler d'autre chose que de chocolat. Faut dire qu'on en a pas mal mangé du chocolat. Eh bien, pas du tout. Au risque de vous décevoir, figurez-vous, on va encore parler de chocolat ce matin. On va même profiter de l'après-Pâques pour faire un petit point, un petit retour en arrière sur l'année chocolatière en temps de Covid avec une actrice majeure du secteur du chocolat, la CEO, comme on dit, c'est-à-dire la patronne de la maison Valrhona, Clémentine Alzial, qui sera avec nous dans un instant. Ensuite, on ira faire un petit peu attention en se faisant plaisir tout de même, mais avec la gourmandise raisonnée. Ah oui, raisonnée, ça fait peur. Mais qu'est-ce que c'est donc que ce truc-là? Un concept inventé par un fou de chocolat, justement, Frédéric Beau, qui dirige la création chez Valrhona, et mis en œuvre par son ami Pierre Hermé, le grand pâtissier, dans ses boutiques depuis cette semaine, à travers certaines créations dont nous parlerons en deuxième partie. Mais d'abord, on se replonge dans le chocolat. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Et qu'est-ce qu'on fait quand on plonge dans le chocolat? On trouve Clémentine Alzial. Bonjour Clémentine. Bonjour. On peut dire que vous trempez dans le chocolat toute l'année. C'est votre travail de diriger cette belle maison qu'est Valrhona, une sorte de fleuron chocolatier français. Et donc le chocolat, c'est votre matière première à vous, quoi. C'est ça. Alors peut-être pour ceux qui connaissent pas Valrhona, parce que finalement, en fait, on trempe dans le chocolat toute l'année, mais on n'est pas complètement super connu du grand public, parce qu'en fait, on vend beaucoup aux professionnels. artisans. Bah oui, aux professionnels. Il faut dire que vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, parce que vous avez dirigé la maison Weiss, qui était aussi un célèbre chocolatier, avant de passer chez Valrhona. Et donc, ça fait un bout de temps, que vous êtes dans la tempéreuse, que vous trempez dans le chocolat fondu. Clémentine, je vous aide d'être... Oui, Oui, dites-moi. Comme tu dis, moi j'y trempe depuis 15 ans, quoi. Oui, c'est ça. Bon, il y a de quoi. Alors, je vous ai demandé d'être avec nous ce matin. Justement, profiter de cet après-Pâques qui est quand même le highlight, le haut moment de l'année chocolatière, après Noël, parce que c'est un autre moment où on vend énormément de chocolat, pour faire avec vous le point de cette année chocolat en temps de Covid. On sait que les restaurateurs ont énormément souffert. Bon, on le dit chaque semaine ici sur le marché, mais au fond, les artisans de métiers de bouche, ceux qui ont des boutiques notamment, s'en sont pas trop mal tirés. On a parlé beaucoup des cavistes, beaucoup des traiteurs boutiques. On parle aussi des pâtissiers et des chocolatiers comme des gens qui ont plutôt pas mal travaillé, non? Oui, en effet, complètement, ils ont plutôt bien travaillé. On est triste, nous aussi, on languit la réouverture des restaurants. Bien sûr. Après, c'est vrai que pour les consommateurs finaux, aujourd'hui, il n'y a pas de voyage, les restaurants sont fermés et du coup, ils ont quand même envie de se faire plaisir et on a la sensation qu'ils se sont tournés quand même vers l'artisanat aussi bien à Noël qu'à Pâques, quoi. Ouais, ils ont reporté en fait leurs petits avoirs consacrés au plaisir gustatif du restaurant, qui même s'il n'est pas quotidien est quand même fréquent, sur l'achat pour le domicile. Et donc, de ce point de vue-là, les pâtissiers et les chocolatiers, c'était des petits plaisirs faciles à rapporter à la maison. Exactement, et c'est une super nouvelle de savoir que c'est justement l'artisanat local, quelque part, qui a pu profiter de ces reports de ces petits avoirs, comme tu dis, parce que c'est une très bonne nouvelle de se dire que c'est l'artisanat qui en a profité. Et en effet, le Pâques a plutôt été très bon du côté des artisans. Alors, du coup, pour Valrhona, qui sert tous ses professionnels en ce qu'on appelle les couvertures, c'est-à-dire en fait des chocolats, différents chocolats, je pensais aussi à la Maison du Chocolat, qui fait partie du même groupe que Valrhona. C'est plutôt une bonne année. Alors, oui. Alors, en fait... En France, en tout cas. Ouais, voilà. En fait, pour bien comprendre, déjà... Nous, on se compare à 2019 parce qu'en fait, on a mis l'année 2020 un petit peu aux oubliettes parce que 2020 était une année du coup terrible. Donc, du coup, on la met un peu aux oubliettes. Exactement. Et donc, on compare 2021 à 2019. Et si jamais on compare ces deux années, en effet, on est plutôt sur... nos clients ont réalisé environ 30% d'activité supplémentaire par rapport à 2019.
Donc Oui, c'est oui. une Ah oui, année oui. exceptionnelle. Ah oui, carrément. Oui, carrément. Ouais. Là, on voit Oui, oui. effectivement le report sur le chocolat. En plus, le chocolat, on le sait bien en France, qui est vraiment la patrie du chocolat, n'en déplaise à nos amis belges et suisses, le chocolat, c'est un anxiolytique, quoi. C'est-à-dire que quand on est dans des périodes un petit peu difficiles, un peu stressées, un petit peu angoissées, on se reporte vers la tablette. Alors c'est vrai que en tout cas, c'est un produit plaisir et c'est un produit d'accompagnement des moments agréables. Alors peut-être qu'il y a un effet dû au stress, mais aussi, je pense, un effet, comme on le disait tout à l'heure, envie de se faire plaisir à la Oui. maison, vu qu'on peut plus se faire plaisir au restaurant, quoi. Mmh. Du coup, vous servez aussi des restaurateurs, j'imagine? Des Oui, pâtissiers de bien sûr. restaurants? Mm. Là, ça vous a fait quand même un petit gap, mais qui a été comblé par l'activité des chocolatiers? C'est ça. C'est exactement ça. En fait, on a un report du coup de vente sur l'artisanat qui marche de manière plutôt exceptionnelle, hein. Moi, j'ai eu quelques clients suite à Pâques qui me disaient qu'ils ont fait un pack qui était un des meilleurs packs depuis leur ouverture, Mmh. des années vraiment exceptionnelles. Et en revanche, bien évidemment, il y a tout le chiffre d'affaires des restaurants qui est à zéro, et ce depuis un certain temps maintenant, quoi. Mmh. Combien vous servez, par curiosité, combien vous servez de professionnels, de chocolatiers, professionnels des métiers de bouche, pâtissiers, en France? Alors, si on prend tous les métiers de bouche, on est environ à 10 000. Ah ouais, Euh, Après, sur la partie vraiment chocolat, boulanger, pâtissier, on est plutôt à 5 000. d'accord. C'est la moitié de votre activité, en fait, hein? Oui, ouais, Mmh, ouais. d'accord. Et ces gens-là, restent fidèles à la marque Valrhona, ou est-ce ils grappillent un peu à droite, à gauche, chez différents en général, vous avez des gens qui sont très axés sur vos produits? Oui, on a une clientèle qui est très fidèle, et ce depuis assez longtemps. Les clients Mmh. nous suivent, nous connaissent. Après, ça ne veut pas dire qu'ils n'achètent pas d'autres Non, choses bien sûr, bien ailleurs. sûr. Et voilà, et c'est un petit peu normal. En revanche, c'est vrai on a une clientèle qui est fidèle et qui nous suit depuis longtemps. L'entreprise existe depuis 1922. On est basé à Tain-l'Hermitage. Donc tu vois, Mmh. on a eu le temps de se créer Dans une la Drôme. clientèle Mmh. fidèle. Ah oui, 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 effectivement, vous avez creusé le sillon, on peut le dire. Tout à l'heure, on aura avec nous, là, dans quelques minutes, Frédéric Beau, donc qui dirige un peu la création. C'est le pâtissier de la maison, Valrhona, depuis bien longtemps. Frédéric Beau, il a une création qui est tous azimuts autour du chocolat. Ça fait partie de votre travail, pas uniquement de proposer du produit, mais aussi d'être une inspiration pour vos clients? Oui, et moi, je qualifierais la création de Fred euh, d'une création dans l'air du temps. Mmh. Euh, Frédéric, il est vraiment dans l'air du temps. Il a cette conscience des signaux faibles du Mmh. marché. Mmh. Et aujourd'hui, nous, en effet, on souhaite inspirer nos clients et surtout les accompagner vers Bien une sûr. gastronomie responsable. Mmh. Et cette gastronomie responsable trouve tout son écho dans le travail de Fred et de la gourmandise raisonnée. J'allais vous poser la question, Clémentine Alzial. On sait que, évidemment, la qualité du produit, bah, c'est au cœur de votre métier, hein, chez Valrhona. Vous voulez vraiment proposer des produits de qualité. Pourtant, on ne peut pas dissocier ce souci-là du souci de préservation de la planète, et notamment des territoires sur lesquels poussent les cacaoyers. Vous êtes très engagé dans ces démarches? Oui, on est très engagé, et ce depuis très longtemps. Ça fait plus de 20 ans. Tu parlais de la qualité, et en effet, à la base, on le fait pour la qualité. Mhm. Aujourd'hui, ce qu'on appelle responsabilité, ça c'est un petit peu, on va dire, dévié, mais ça fait très longtemps qu'on le fait. Et aujourd'hui, faire le choix d'un chocolat Valrhona, c'est faire le choix d'un chocolat responsable. Ouais, responsable le plus souvent possible, hein. En tout cas, c'est une démarche qui accompagne à la fois bah, toute la filière, hein, depuis le planteur, celui qui récolte, jusqu'au chocolatier en définitive. C'est ça, c'est d'un côté, auprès des producteurs, notre mission, c'est de créer une filière cacao qui soit juste et durable. Et auprès de nos clients, c'est de les accompagner vers la gastronomie responsable. De Donc, plus en en effet, on plus, accompagne toute la filière. de plus en plus, c'est-à-dire que c'est une demande de plus en plus prégnante chez les professionnels qui achètent vos produits?
Oui, aujourd'hui, je pense que ça vient aussi des consommateurs finaux qui, eux, sont de plus en plus alertes sur tous ces sujets, qui veulent savoir quelle est la traçabilité, d'où ça vient, combien a été rémunéré le producteur, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de déforestation, Bien etc. sûr. Tous ces sujets-là sont aujourd'hui des sujets très importants pour les consommateurs. Et à ce titre-là, les professionnels font très attention à leurs achats pour être capables d'expliquer à leurs clients pourquoi ils ont choisi tel produit, en dehors bien évidemment de son goût, hein. On reste Bien sûr. dans un produit Bien de sûr. plaisir et de Mmh. goût, Mmh. mais derrière, toute la traçabilité, tous les éléments qui font un chocolat responsable sont devenus des éléments cruciaux. Eh bien, on va ajouter une pierre à cet édifice avec la gourmandise raisonnée, concept créé justement par Frédéric Beau, dont on parlait à l'instant, qui travaille avec vous chez Valrhona, et qu'on va avoir dans une seconde après cette pause au téléphone. Merci Clémentine Aldial. Je vous laisse aller préparer le déjeuner. Je suppose qu'il y aura du chocolat au dessert, hein. De toute façon, vous ne savez pas faire autrement à la maison, hein. Merci et profitez bien du moment. Merci. Ouais, merci, à très bientôt. Allez, on se quitte et on se retrouve avec la gourmandise raisonnée. Raisonnée, ça ne nous ressemble pas trop pourtant. Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, retour sur le marché en ce dimanche matin. On a parlé chocolat, on a fait un peu le bilan pour dire que l'activité chocolatière se portait bien avec Clémentine Alzial, la patronne de la maison Valrhona, hein, qui sert tellement d'artisans chocolatiers en France. Et on a un de ses plus fidèles lieutenants, on va dire. C'est même celui qui assure la création chez Valrhona. C'est Frédéric Beau. Moi, je l'appelle Monsieur Chocolat. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent, bonjour à toutes et tous. Atteint l'Ermitage en ce dimanche matin, évidemment, hein, puisque vous vivez là-bas. Et oui, j'ai la chance de vivre à la campagne, au pied de l'Ermitage, à côté de la chocolaterie. Là. Pays de vin et de chocolat, hein, grâce à Valrhona, évidemment. Et avec nous ce matin aussi, votre ami Pierre Hermé, qu'on ne présente plus, le pâtissier. Bonjour Pierre Hermé. Bonjour Vincent, bonjour Frédéric, vous allez bien? Bonjour Pierre. Merci d'être avec nous Pierre. Alors parce que on va parler de l'amitié de ces deux hommes qui aujourd'hui se concrétisent dans un projet, dans un concept que j'ai nommé tout à l'heure, la gourmandise raisonnée. Je disais raisonnée, ça ne nous ressemble pas trop, mais de temps en temps quand même, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on mange. C'est quoi l'idée de départ, cher Frédéric Beau, de cette gourmandise raisonnée qui a plus de 10 ans hein, déjà pour le concept? Oui, comme je travaille extrêmement lentement, oui, c'est un concept de travail que j'ai abordé il y a bientôt 15 ans d'ailleurs. Oui. C'est une sorte de flash dans la tête, une explosion qui m'est arrivée après avoir assisté à une démonstration de Pierre Gagnère, une conférence, démonstration dégustation, que Pierre animait avec énormément de passion à Paris, à Equipe Hotel. Et il invitait les gens à travers de ses mots, à travers de la dégustation, à réfléchir à la cuisine, une cuisine française. On était en pleine époque, tu sais, de la cuisine espagnole, italienne, français. Et lui disait que si on continuait à travailler qu'avec nos schémas escoffiens, qu'avec une cuisine très opulente, au contraire de la cuisine italienne, espagnole, très épurée, très moléculaire, etc., on serait has-been. Et on a goûté des beurres blancs avec 3 fois moins de beurre et de l'amidon de riz tel qu'on le sait au Japon, en Chine, pour lier les sauces. Et c'était délicieux. Éric Trochon, que je faisais des plats cuisinés pour Pierre, et je suis rentré à l'Ermitage en 3 heures TGV, ça m'a chamboulé la tête. Ah ouais. Et je me suis dit que si les cuisiniers étaient capables de le faire, se bouger le pistil, comme on dit, et bien nous en pâtisserie, il fallait. Ouais, ça a été une sorte de remise en question. Lui parle de responsabilité, de responsable du bien-être, mais aussi du bonheur de nos clients, mais du bien-être, une vraie responsabilité. Et voilà. Et donc. Et ben voilà comment c'est né, en tout cas. Hein, comme ça dans ma tête, voilà. Ouais, bah c'est très bien. Et il a fallu que ça germe. Et après, vous êtes parti en croisade. Et alors, sur votre chemin, évidemment, votre ami Pierre Hermé. Pierre Hermé, il faut dire que vous vous connaissez depuis un bon bout de temps, puisque vous avez travaillé pour Pierre Hermé chez Fauchon à l'époque. Hein. C'est là que vous vous êtes connu, Pierre? Oui, dans les années 80, fin des années 80. Oui. Et dès que Frédéric Beau a eu cette idée, évidemment, comme souvent, il vient vers vous, hein, parce qu'il vous consulte hein, souvent, Frédéric, Pierre Hermé. En fait, on se parle entre amis et entre professionnels. Oui. Parce que Frédéric est quelqu'un qui
qui a inventé beaucoup de choses dans le métier, sous l'ombrelle Valrhona, mais c'est Frédéric qui a inventé beaucoup de techniques, beaucoup de savoir-faire. Ouais. Donc, moi, ça m'intéresse toujours d'être en contact à la fois à titre amical, mais aussi à titre professionnel, parce que c'est un grand professionnel. Ça veut dire excusez-moi, mais ça veut dire que cette idée de la gourmandise raisonnée, il vous en a parlé presque il y a 10-15 ans déjà? Il en a parlé, il est venu en parler au séminaire, dans un séminaire relais dessert à Vichy il y a quelques années. Il avait fait une conférence à l'hôtel Murano où il avait invité toute l'avant-garde de la pâtisserie parisienne il y a plus de 10 ans. Et c'est vrai que pour beaucoup, c'est resté abstrait, dont je fais partie. Et puis un jour, Frédéric m'a dit, je voudrais jouer la tarte infiniment vanille en gourmandise raisonnée à partir de ta recette. Donc, alors ça, c'est un de vos gâteaux signature, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Toute cette série des tartes infiniment, il y en a vanille, café, citron, noisette, voilà. Donc, il a voulu, en fait, il vous a dit, Pierre, je vais réinterpréter ta tarte, en quelque sorte. Oui. Et c'était intéressant parce que lorsqu'on a goûté les deux côte à côte à l'aveugle, j'ai eu beaucoup de mal à les distinguer. Ah, vraiment? Je les ai distingués parce que justement sur des repères comme le fait qu'il y ait un peu moins de sucre et qu'il y ait un peu moins de gras m'a permis de les distinguer, mais en termes de à la marge, vanille, quoi. Je trouvais même qu'en termes de goût vanille, peut-être celle en gourmandise raisonnée était bien meilleure. Oh, vous êtes sympa, là. Vous entendez ça, Fred? Non, il n'est pas sympa, il est expert, simplement. Frédéric Beau. Frédéric Beau, oui, excusez-moi, oui, dites-moi, Pierre. Ça a été un vrai déclic parce que je me suis dit, ah oui, j'ai envie de creuser un peu le sujet. Et dans ces cas-là, je me suis dit, si je creuse le sujet, j'ai envie de le faire avec Frédéric Beau parce que c'est pour moi un expert, une sorte d'expert des techniques pâtissières. Il a travaillé le sujet depuis 15 ans, donc il commence à le connaître. Il était en pleine rédaction de son livre sur la gourmandise raisonnée paru aux éditions La Martinière. Donc forcément… C'était le moment, quoi. C'était une belle opportunité de travailler ensemble à nouveau. Alors, justement, depuis cette semaine, ces gâteaux de cette gamme raisonnée, de gourmandise raisonnée, sont en vente dans vos boutiques, Pierre Hermé. Frédéric Beau, comment vous expliquez qu'il y a 10 ans, vous n'avez pas trouvé l'écho que vous auriez souhaité à ce moment-là? Pourquoi ça a mis tellement de temps à germer? J'ai pas vraiment la réponse. Vincent. Il y a souvent une réponse issue de la langue française qui me fait beaucoup sourire. C'était pas l'heure. C'était pas l'heure. Alors souvent trop tôt. Ça doit s'appeler le syndrome des pionniers. C'était pas l'heure. D'accord. Et donc, probablement, c'était pas l'heure. Mais je l'ai déjà dit à Pierre plusieurs fois. Je partageais avec les uns et les autres. C'est parfois quand on a le sentiment de prêcher au milieu du désert, ça fait perdre pied, ça fait perdre confiance. Mes équipes m'ont lâché à un moment à l'école. Et voilà. Parce qu'ils n'y croyaient pas. Ils me disaient, mais il est fou. Il va détruire tout ce qu'on a mis 100 ans à construire. Il ne s'agit pas de détruire. Ah oui, mais… Le passé, j'ai toujours dit que le passé, c'est la rampe de lancement vers l'avenir. Et si le nôtre, Pierre Hermé, est un chiot le nôtre. Moi, je suis un chiot Pierre Hermé. Je me dis toujours, si les Yves Turiès, les Gaston le nôtre, les Robert Lynx étaient là aujourd'hui, ont été ces gens qui ont eu le courage, l'audace de casser les codes, de continuer à écrire l'histoire. C'est pas réinventer, c'est continuer à écrire l'histoire et à faire évoluer l'histoire de la pâtisserie, de la chocolaterie. Je pense qu'on se doit, nous aussi, on est des passeurs. Mais Frédéric Beau, concrètement, puisque Pierre Hermé, vous avez entendu l'hommage qu'il vous rendait en disant « J'ai goûté la tarte refaite par Frédéric, elle était presque meilleure que la mienne ». En quoi était-elle différente d'ailleurs? Elle était beaucoup moins calorique? La vôtre? Alors, elle est beaucoup moins calorique. C'est le résultat technique
du travail, ce qui me permet aussi de ne pas oublier dans l'histoire Thierry Anne, médecin nutritionniste que j'ai rencontré dans ce séminaire Relais Dessert justement, où en tant que membre d'honneur, j'étais invité à présenter ça. De la gourmandise raisonnée et j'avais jamais rencontré de médecin nutritionniste parce que la nutrition c'est pas quelque chose qui me parlait naturellement, mais on confond souvent nutrition et régime. Alors ça nous parle pas nous les gourmands, mais j'ai compris que le gras n'était plus la vie, et ça ne l'a jamais été d'ailleurs. Ah ouais. Et que oui, je pense que le gras n'est pas la vie. Aujourd'hui on meurt plus de famine sur Terre, on meurt d'obésité, c'est un peu ça c'est vrai. Et je pense que comme le disait si bien Pierre, et même Bria Savarin dans la physiologie du goût, on doit manger intelligemment, on doit prendre soin de nos organes de nutrition en se régalant. Oui, manger pour vivre et pas vivre pour manger, hein, selon le vieil adage. Voilà, et je pense que c'est possible. On en est tous les trois d'ailleurs à l'antenne des bons exemples, parce qu'on a été des bons gourmands, des gros gourmands. Et on fait gaffe. Et on se régale toujours, toujours autant, je crois. On se régale autrement, et la gourmandise raisonnée, c'est justement une gourmandise autrement. Et dans la tarte infiniment vanille, et je trouve ça assez fabuleux que Pierre, à travers sa générosité de chef, d'homme qu'il est, que j'adore, c'est un peu comme mon grand frère, il aurait pu m'envoyer paître en me disant non, attends Fred, la tarte infiniment vanille, c'est mon best-seller, excuse-moi. Quand tu auras ta pâtisserie, tu pourras la ramener. Comme il faut une belle humilité. Mais c'est plus de l'amitié que de l'humilité encore. C'est-à-dire, c'est parce qu'il vous aime. Je pense que Pierre a cette humilité rare professionnelle, en plus de son amitié, mais pour beaucoup de pâtissiers, souvent c'était bon, Fred, quand tu auras ta pâtisserie, tu pourras l'ouvrir. Et en attendant, tu la fermes. Et en attendant, tu la fermes. Et donc, pour répondre à la question, Vincent, de la tarte infiniment vanille, je crois que un très très gros travail qui est mené dans les recettes, c'était ce à quoi m'avait invité Thierry Anne, qui lui travaille alors dans un monde qui n'a rien à voir, la nutrition à l'hôpital, pour essayer de donner du bonheur aux gens qui sont à l'hôpital et parfois très longtemps. Bon. Et donc il faut fabriquer des leurres. Vous savez quoi ? Dans la tarte vanille, on a des leurres. Dans le quart d'heure qui va suivre, on va plonger un petit peu au cœur des deux tartes, l'infiniment vanille et l'infiniment citron, pour comprendre ce que vous avez switché, ce que vous avez changé dans les recettes. Avant de laisser Pierre Hermé aller s'occuper de son déjeuner du dimanche, c'est sacré chez les Hermé. Pierre, juste un mot. Est-ce qu'on est, en définitive, on continue cette révolution d'avoir désucré les pâtisseries depuis 20 ans, on le sait, et vous en faites partie évidemment de cet accompagnement. L'évolution, ou alors est-ce que la gourmandise raisonnée, c'est vraiment une étape importante, presque une révolution, comme le pense Frédéric Beau? En fait, quand on désucre, mécaniquement, on augmente d'autres paramètres, notamment le gras. Eh oui, donc, dans le chocolat, par exemple. Alors, bien sûr, beaucoup ont tenté de diaboliser le sucre, mais le gras commet aussi des méfaits. Donc, la gourmandise raisonnée consiste à travailler sur toujours, l'entrée, c'est toujours le goût. Mais ça consiste à travailler sur l'apport nutritionnel aussi des aliments. Mais tous les paramètres, sucre, gras et les différents éléments gustatifs. Et n'oublions pas en plus que le gras compte double en termes de nutrition. Ouh là là, attention. Comme le dit Pierre, si on désucre, on augmente le gras et le gras compte double, c'est le casino. Vous allez m'expliquer ça dans une minute. On va en parler, ça. Mais en effet, il faut jouer sur tous les tableaux et non pas désucrer, c'est trop facile. Et en termes de nutrition, ça n'a aucun sens. Merci Pierre Hermé d'avoir été avec nous. Je rappelle que ces gourmandises raisonnées, on les trouve dans toutes vos boutiques depuis cette semaine. Et on laisse évidemment le public se faire une idée. La réduction calorique correspond environ à 30% par rapport à un gâteau classique. C'est important, ça veut dire qu'on peut en manger 30% de plus pour le même bilan. Pas du tout. Merci. On retrouve les 4 pâtisseries dans les... Oui, restez avec moi, Frédéric Beau, on va en parler tout de suite. Merci Pierre Hermé, bonne journée.
Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Alors c'est un marché pâtissier, certes, un marché sucré, un marché un peu onctueux, un peu gras bien sûr, puisqu'on parle de gâteaux et de beaux gâteaux, mais raisonné quand même, parce qu'il y a eu un travail qui est fourni sur ces pâtisseries par Frédéric Beau, qui est le responsable de la création pâtissière chez Valrhona, dont on avait la patronne tout à l'heure, Clémentine Alzade, avec nous en ligne, et à l'instant Pierre Hermé, puisque ces deux-là ont commis un méfait, qui est plutôt un bienfait pour nous consommateurs et amateurs de gâteaux. C'est cette gourmandise raisonnée qui, nous le disait Pierre à l'instant, est en vente dans ses boutiques depuis cette semaine. Alors, ça prend la forme de gâteaux qui, du point de vue de l'apparence, Frédéric Beau, n'ont aucune différence avec les desserts signatures de Pierre Hermé. Strictement aucun changement. De l'extérieur, on ne peut pas savoir, c'est ça que je veux dire. C'est ça. En fait, il n'y a pas de lieu. C'est comme le disait justement Pierre il y a quelques instants, la clé d'entrée, c'est la gourmandise. Ouais. Et que quand on va manger chez Michel Garard, 3 étoiles Michelin, eh bien, on n'a pas l'impression d'aller manger un menu diététique, alors qu'il l'est. Il est nutritionnellement équilibré. C'est plus ça la notion que bien sûr. Diététique. Quand on pense diététique, on pense pâtisserie de régime. Oui, on en est extrêmement loin. La gourmandise raisonnée, c'est pas des gâteaux de régime. On est d'accord. Mais non, parce que le régime, c'est 70 calories, une crème brûlée, c'est 380-400 calories. Et comme me le disait Thierry Anne, entre 70 calories, un yaourt nature, et 400 calories, une bombe qui s'appelle une crème brûlée, les pâtissiers, vous avez quand même une salle de jeu assez vaste, explorez-la. Et c'est vraiment cela dont il s'agit, c'est se dire, il faut le mieux est l'ennemi du bien. Et en termes de nutrition, comme Pierre vient de l'expliquer, c'est pas jouer sur le sucre, c'est trop facile. Si je diminue du sucre dans une pâte sablée, j'explose l'amande, le gras de l'amande, le gras du beurre, le gras des jaunes d'œufs, et on mourra plus du diabète, mais on mourra du cholestérol. Donc tu choisis ta guerre. Et la nutrition, j'ai appris, c'est passionnant, j'ai appris ça avec Thierry Anne. Et pour justement savoir ne pas commettre de grosses erreurs. Bien sûr. Et ça, c'est pas un métier de pâtissier, très clairement. C'est un métier de médecin. C'est des études. Je n'ai aucune compétence en la matière. Oui, mais bon, on apprend tous les jours et au contact de ceux qui savent. Et c'est ça qui est bien. Exactement. Mais quantifier les recettes et savoir si vraiment elles sont raisonnables, ça, c'est pas mon métier. Et quand c'est Thierry qui a validé toutes les recettes. Et parfois, Thierry me disait, sincèrement, Frédéric, là, l'économie est vraiment pas suffisamment importante pour prétendre que la recette soit raisonnée. Voilà, c'est ça. Pour changer de produit. J'ai révisé ma copie. Et en ce qui concerne la tarte infiniment vanille, puisque nous en parlions il y a quelques minutes, eh bien, il s'agissait une des choses que j'ai comprises, dont Pierre Gagnère parlait très bien d'ailleurs dans sa conférence, c'est de se dire il n'y a pas qu'une seule façon d'aller à Rome, il n'y a pas qu'une seule façon d'avoir du bonheur à manger un beurre blanc. Il s'agit par contre de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un beurre blanc donne autant de bonheur et d'émotion sur un filet de poisson. Qu'est-ce qui fait qu'une crème brûlée nous donne autant de bonheur. Vous savez, sans toutes nos madeleines de Proust, qu'elles soient salées ou sucrées. Qu'est-ce qui fait que le bonheur opère? Et en fait, dès lors que l'on a compris un peu ce processus émotionnel du goût, n'est-ce pas, eh bien, on arrive à se dire, alors attends, il n'y a peut-être pas que les jaunes d'œufs ou que le beurre qui devraient me permettre d'aboutir à cet objectif. Et là, on commence à travailler ce que l'on appelle des leurres. En ce qui concerne la tarte infiniment vanille, eh bien, un des leurres, c'est d'utiliser la fibre de chicorée, qui est une fibre extrêmement fine, un peu comme de l'amidon de riz. Ce qu'on appelle l'inuline, c'est ça? Voilà, ça s'appelle l'inuline. C'est la chicorée qui en contient beaucoup. Oui, c'est d'accord. Alors, c'est un produit qui n'était pas très utilisé dans un laboratoire de pâtissier, mais maintenant, ça l'est de plus en plus. Et donc, ça forme des leurres pour nous. On a l'impression de manger... Mais c'est pas un produit chimique, on est d'accord, c'est un produit naturel. Pas du tout. On utilise énormément dans mon livre et dans les recettes que j'ai créées pour Pierre et avec son équipe. On utilise, à défaut de beurre, on utilise de l'inuline. À défaut de beurre, on utilise de l'amidon de riz. On utilise de la pectine de pomme. Donc des produits issus vraiment des produits naturels. Exactement. On utilise de l'agar-agar, des algues. On utilise comment dirais-je, du kuzu, qui est une racine japonaise utilisée dans la pâtisserie traditionnelle depuis plus de 800 ans au Japon. Alors,
ça peut paraître très nouveau pour nous, mais ça a 800 ans au Japon, donc parfois, il faut regarder un peu ce qui se fait ailleurs. Et comme je dis souvent, la grande idée de raisonner, c'est être capable de changer ton point de vue pour changer deux points de vue. Oui, mais attendez, Frédéric Beau, Pierre Hermé nous le disait tout à l'heure, il a été bluffé. Quand il a goûté la tarte réinterprétée de façon raisonnée par vous, sa tarte infiniment vanille, il a été bluffé. Il a dit, elle est presque meilleure, c'est-à-dire, c'est autre chose. Moi, j'ai goûté les deux. Alors, je connais bien la tarte infiniment vanille à la base. C'est vrai que la vôtre, enfin, celle à laquelle vous avez abouti ensemble, elle est différente, elle est excellente pour d'autres raisons. Moi qui aime quand même le gras parce qu'il véhicule les saveurs, je dirais que c'est une approche différente du coup. Alors, le gras véhicule les saveurs, mais point trop non faux, je dirais. Et la tarte infiniment vanille en est encore un bel exemple, parce que dans la tarte infiniment vanille, il y a du chocolat blanc, il y a de la crème, en fait, il y a la juste quantité minimum, c'est ça l'idée, la juste quantité minimum pour que la technique, le plaisir opère. Il faut oublier qu'on est dans le pays où il y a Monsieur Plus, où on a cette culture du le gras et la vie. Qui est un peu le cas, et puis qui est un peu le cas de Pierre Hermé à la base, parce que c'est quelqu'un qui va beaucoup être souvent riche en saveurs et aussi en texture et en composition dans ses gâteaux. C'est pas Pierre Hermé spécifiquement, c'est la haute pâtisserie française. Regardez Vincent, aujourd'hui sur Instagram, il y a tout déborde de pralinés, on coupe des choux du Paris-Brest, ça vomit de pralinés, c'est des calories, c'est de la folie. Et le chou Orfeo d'ailleurs, qu'on a créé pour Pierre, c'était un peu un clin d'œil. C'est un chou au chocolat. C'est un chou au chocolat avec une technique de mousse chocolat extrêmement pauvre, mais très riche en chocolat, mais pauvre caloriquement, avec un cœur de praliné coulant, mais qui n'est pas du praliné pur, qui est une bombe atomique, nutritionnellement parlant. Là, c'est du praliné qui est émulsionné avec ce qu'on appelle un empois. C'est de l'eau épaissie avec un amidon, de la maïzena, de la fécule de riz. Oui, ou de l'eau de pois chiche, comme ça se fait beaucoup chez les véganes maintenant. L'eau de pois chiche, ça n'épaissit pas. D'accord. Non, ça n'épaissit pas. Ça s'émulsionne. Ça s'émulsionne, ça se foisonne, plus exactement. Mais les empois, une béchamel est un empois, une crème pâtissière est un empois, c'est l'action de texturer un liquide qui donne une sorte de faux gras. Ah oui, comme avec l'amidon en fait. Exactement. Grosso modo, c'est ça. Comme quand on fait un roux pour épaissir une sauce. Voilà, vous voyez, une béchamel, je crois que toutes celles et ceux qui nous écoutent, pour le coup, vous connaissez toutes et tous une béchamel, qu'elle soit faite avec un roux brun ou un roux blanc. Soit vous faites dorer la farine et le beurre, soit pas. Mais en tout cas, la béchamel fait partie de ces sauces françaises parmi les plus pauvres. Parce qu'en fait, finalement, il y a très peu de beurre et il n'y a que du lait. Et pourtant, quand on mange des endives au gratin, une sauce béchamel, on a l'impression de se régaler. C'est très onctueux. Ça, c'est le propre de l'empois. Et dans le travail de mon livre Gourmandise raisonnée, sur les recommandations de Raphaël Aumont et de Thierry Anne, un chimiste et un médecin, eux me disaient, vous ne travaillez pas suffisamment les empois dans vos recettes, mais en fait, jamais on a mis un empois dans une mousse chocolat. Et là, on l'a fait, et sincèrement, ça a été de grandes révélations. C'est un peu une béchamel chocolat. Exactement. Au fond. Et il y a encore le beurre de cacao à l'intérieur du chocolat. Et dès lors qu'on parle de chocolat, vous comprenez bien, ou même de crème brûlée, on ne parle pas de pâtisserie de régime. Bien sûr. Mais le mieux est l'ennemi du bien. Alors, Frédéric, excusez-moi, mais pour ceux qui nous écoutent, ils disent là, on est un tout petit peu largué. D'ailleurs, Pierre le rappelait, vous êtes un super technicien, vous, de la pâtisserie, puisque ça fait, on va dire, 30 ans que vous creusez ce sillon de trouver des techniques pour justement faire progresser la pâtisserie française. C'est quand j'ai créé chez Valrhona l'école de pâtisserie, qui fête ses 30 ans cette année d'ailleurs, Pierre m'avait dit, parce que Pierre était mon chef, mon mentor, c'est Pierre qui m'a catapulté à un ermitage. Pierre m'avait dit, Frédéric, il va falloir impérativement trouver d'autres solutions de faire une école où on ne fait que distribuer des recettes. Il faudra que vous continuiez, parce que j'avais la chance de travailler avec Pierre à la création.
Il faudra écrire l'histoire avec des nouvelles techniques, des nouvelles textures, créer des nouvelles technologies pour pâtisser et pas simplement des fiches recettes. Ça m'a toujours beaucoup marqué. Et j'ai eu la chance avec les ingénieurs de Valrhona de pouvoir travailler sur, en effet, mettre en exergue des nouvelles techniques, des nouvelles façons de travailler, de penser, comme la gourmandise raisonnée. Et aujourd'hui, c'est le retour vers Pierre Hermé, puisque c'est dans ces boutiques que vous pourrez trouver les pâtisseries de gourmandise raisonnée avec une gamme qui va sûrement un petit peu... C'est un fabuleux cadeau qu'il me fait, Pierre. Écoutez, de mettre en lumière. Et c'est un cadeau que vous nous faites aussi, et aux consommateurs qui aiment les gâteaux et qui veulent faire un petit peu attention, en espérant que dans les années à venir, ça va rentrer dans les foyers. Parce que votre livre, je l'ai feuilleté, ça reste quand même extrêmement technique. Mais les gens sont de plus en plus calés en pâtisserie. Après, il faut trouver les produits, tous ceux que vous mettez en œuvre pour, on va dire, pallier ce manque de gras et ce manque de sucre qui est inhérent à la gourmandise raisonnée. Merci Frédéric Beau, du côté de Tain-l'Hermitage. Je vous souhaite un bon dimanche et j'invite tout le monde à goûter et en tout cas à avoir ça en tête, de se dire que maintenant on peut faire aussi goûteux, mais moins riche, moins calorique. Bonne journée à vous. Puisqu'on parle de Tain-l'Hermitage dans la vallée du Rhône, il n'y avait pas que du bonheur cette semaine. Non, vous avez tous été témoins à travers les médias de ces terribles gels qui ont frappé la viticulture dans la vallée du Rhône, mais aussi la fruiticulture, l'arboriculture. Alors, je ne pouvais pas terminer cette émission sans m'inquiéter du sort de tous ces agriculteurs producteurs de fruits qui ont beaucoup souffert cette semaine. Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, on termine cette émission sur une note un petit peu difficile, un petit peu dramatique, j'ai envie de dire. Vous avez tous suivi, évidemment, les gelées, le gel qui a sévi cette semaine, et notamment dans le sud de la France, là où on ne l'attend pas en général. Je veux parler de la vallée du Rhône et l'Occitanie, c'est-à-dire évidemment toute cette zone sud-sud-ouest qui a beaucoup souffert, et notamment les arboriculteurs. Voilà pourquoi j'ai passé ce matin un coup de fil à quelqu'un qui connaît bien le secteur, c'est Raphaël Martinez. Bonjour Raphaël Martinez. Bonjour Vincent. Alors Raphaël, je vous demande pas comment ça va parce que ça va pas bien. Enfin vous personnellement certainement ça va, mais tous vos adhérents, puisque vous êtes vous le responsable de la Fédération des fruits et légumes en Occitanie, et plus particulièrement vous vous occupez du secteur des pêches et des abricots, et là à l'échelon national, donc vous êtes particulièrement impacté dans le sud-ouest, en Occitanie, sur ces arbres fruitiers. Mais effectivement, l'épisode de gel a touché l'ensemble de l'agriculture française. Oui. Un certain nombre de secteurs, vous le savez, en viticulture, mais pour les fruits et légumes aussi, on a été très touchés. Et un certain nombre de filières dont je vous parlerai tout à l'heure sont particulièrement impactées, oui. Entre autres le sud de la France et notre région d'Occitanie, effectivement, la Provence et la vallée du Rhône. Alors, ce qu'on a vu cette semaine, effectivement, c'est, on va dire, 2 épisodes climatiques diamétralement opposés, ce qui explique peut-être la difficulté à prévoir, que d'habitude, on a vu évidemment ces fameux brûlots dans les vignes, et notamment en Bourgogne ou dans la vallée du Rhône ou même en Languedoc. Je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, ces bougies un petit peu puissantes, ces flammèches. Ça, on appelle ça des bougies, voilà. On parle souvent de bougies, de chaufferettes aussi. Voilà. L'idée était de réchauffer l'air, et on a vu chacun, évidemment, avec des initiatives. Tout ça n'a pas suffi, on est d'accord? Même ceux qui ont fait brûler ces fameuses bougies, ça n'a pas suffi souvent. C'est ça. Alors, les équipements d'antigel, on en a plusieurs, on en reparlera peut-être après, dont les bougies, permettent de gagner 1, 2, allez, voire 3 degrés si on met vraiment le paquet. Même en hauteur, parce que quand on parle d'arbres fruitiers, c'est 2-3 mètres. Hein. Oui, voilà, enfin, oui, on va dire sur 2 mètres, 2 mètres 50. D'accord. Et là, le problème, c'est qu'on a eu des températures qui sont allées jusqu'à -5, -6, -7. Voilà, donc on sait qu'au-delà de -3, -4 degrés, ça devient extrêmement compliqué. Donc on a plusieurs zones qui ont été touchées de façon différente, en fonction des températures et des équipements des producteurs. Alors on a beaucoup pensé évidemment aux viticulteurs, mais moi je voulais faire un point avec vous sur les fruiticulteurs, ces arboriculteurs spécialistes du fruit, parce que le fruit, suite à un épisode, alors à contrario, qui était extrêmement chaud, je dirais une sorte de printemps précoce avec des températures entre 20 et 25 degrés, et évidemment ça a débourré, quoi. C'est-à-dire que les bourgeons sont sortis comme à la parade.
C'est ça. En fait, on n'avait pas une précocité particulière cette année, une petite précocité, mais disons qu'à partir de la fin février, quand tout va bien, les pruniers, les amandiers, les abricotiers commencent à fleurir. Donc, on était là dans un stade entre la fleur, le petit fruit, comme on dit, mais le petit fruit est aussi sensible que la fleur au gel. Ouais. Et effectivement, on est passé en 2-3 jours de 25 degrés à moins 5. Ouais, incroyable. Les arbres sont comme nous, hein, ils ont effectivement pas tout à fait compris ce qui est en train de se passer. Une amplitude de 30 degrés pratiquement entre le jour et la nuit, quoi. Du jamais vu. C'est ça. Complètement fou. Un peu du jamais vu. Alors on attend aussi l'analyse des météorologistes pour avoir un peu plus de détails, mais c'est clair que c'est que les effets sont très importants aujourd'hui. Ouais. Bon, ce sont les méfaits du réchauffement climatique, parce qu'on parle de réchauffement, mais le réchauffement, il a pour effet parfois de refroidir aussi. Hein. C'est des pics dans un sens et dans l'autre. C'est ça. Là aussi, on peut laisser aux spécialistes le soin de nous dire s'il y a un lien avec le réchauffement climatique. Ce qui est sûr, c'est que la fréquence de gel à des températures comme ça, dans cette période-là, elle est exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on me parle d'une température comme ça tous les 30 ans, tous les 40 ans. Certains nous disent on n'avait jamais vu ça en 50 ans, le verger n'avait jamais gelé. Voilà. Les jeunes dont on fait encore partie. Voilà. Donc il y a un caractère exceptionnel cette année, c'est évident, et qui va toucher toute l'agriculture encore une fois. Mais je pense que viticulture et fruits pour le Sud, on va être très impacté. Alors, je le disais, vous, spécialiste de la pêche, de l'abricot et des fruits en général, quels sont les secteurs, quelles sont les variétés, les fruits qui sont les plus touchés dans votre région en Occitanie? Alors, encore une fois, on va être un peu prudent, mais j'ai l'impression que les espèces prunes, poires, abricots sont les plus touchées, pommes aussi, et la pêche nectarine est celle qui s'en sort le mieux. C'est très relatif, mais c'est lié en fait à la situation géographique, puisque le gel n'a pas touché de la même façon toutes les zones de production d'Occitanie et du quart sud-est. Et puis c'est lié aussi au système de protection, puisqu'on a des systèmes de protection possibles, mais sur certaines espèces. Et donc, si on fait un mix de tout ça, voilà, on a des différences entre les espèces, mais c'est clair que cerisier aussi va être très impacté, c'est fragile. Donc voilà, on a 4-5 espèces dans lesquelles malheureusement les consommateurs ce printemps et cet été vont pas avoir beaucoup d'offres sur les rayons. Mais on a le sentiment que certains de ces agriculteurs sont plus impactés que d'autres parce qu'ils sont dans des zones où on n'attendait pas le froid. C'est évident que lorsqu'on est dans l'arc languedocien, notamment près de la mer, on se dit ça gèlera jamais. Donc à la limite, on ne met pas de système en place contre la gelée. Alors c'est vrai, mais il y a les deux. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas l'habitude, effectivement, se sont, entre guillemets, fait surprendre par cette occurrence particulière. Donc ils n'étaient pas tous équipés. Et vous savez, ceux qui sont équipés, c'est parce qu'ils sont dans des zones sensibles. Et dans les zones sensibles, et je pense à la vallée du Rhône en particulier, la température a été tellement basse que malgré les systèmes de protection qu'ils ont tous, il y a des pertes aussi importantes, voire encore plus importantes que dans les zones, on va dire, méditerranéennes. Oui, ou en altitude, où là, on est évidemment, quand on est en altitude, on est plus habitué au froid, donc on se protège, par définition. On est équipé, effectivement, mais quand on a les températures de moins 6 ou moins 7, comme on a vu dans les zones un petit peu d'altitude, là, on ne peut plus rien faire. Alors, c'est terrifiant, et évidemment, ça touche tous ces arbres fruitiers de votre région. Il y a un autre sujet, on est obligé de l'évoquer, c'est les assurances, parce que maintenant, évidemment, les agriculteurs touchés vont se retourner vers les compagnies d'assurance et attendre les aides des pouvoirs publics. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas assuré de la même façon, et notamment là où on n'attend pas le gel, on se prémunit pas. Voilà, c'est clair. Alors là aussi, il y a des différences entre les filières, parce que c'est un système assez complexe. Quand un risque climatique est assurable, comme on dit, il n'est pas couvert par le régime des calamités agricoles. D'accord. Donc, on va descendre maintenant dans le détail. On a évidemment sollicité les pouvoirs publics, évidemment. Avec les organisations professionnelles pour voir comment, entre les systèmes, les calamités, mais aussi peut-être des reports de charges, des choses comme ça, on va pouvoir permettre aux agriculteurs les plus touchés. On pense en particulier aux jeunes, parce que les jeunes installés, évidemment, avec les charges de remboursement qu'ils ont, seront particulièrement touchés, les plus fragiles, pour mettre tout ça en place avec les organisations professionnelles et les pouvoirs publics. Voilà, les préfets sont déjà sur des différents départements, sur le terrain. On imagine bien qu'on
le ministre, voilà, ou les présidents de région aussi vont faire une petite. Ils sont à la manœuvre, oui, c'est sûr. Voilà. Comment assister les producteurs dans cette situation. Une dernière pensée particulière, puisque vous parliez des jeunes. Et évidemment, les jeunes agriculteurs, c'est l'avenir de la profession et de ceux qui nous nourrissent. Il ne faut pas l'oublier. Moi, j'ai envie d'avoir une pensée particulière pour les reconversions. Parce qu'en année Covid, beaucoup de gens dans d'autres professions se sont tournés vers l'agriculteur, ces néo-agriculteurs. Et eux, alors, c'est la double peine. Je veux dire, ils commencent, ils investissent et patatras, tout de suite le gel. C'est sûr qu'ils font partie des plus fragiles aujourd'hui. Donc voilà, encore une fois, on va tous essayer de se battre. Bon, on a quand même le sentiment d'une solidarité nationale qu'on voit depuis un certain temps. On parlait beaucoup d'agribashing il y a quelques années. Oui. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression que les gens savent que les agriculteurs sont dans des situations pas forcément évidentes et en tout cas qu'ils travaillent dur pour nourrir tout le monde. Voilà, moi j'ai le sentiment que la relation entre l'agriculture et la société s'améliore. En tout cas, je compte là-dessus, on compte tous là-dessus pour que on puisse trouver des solutions pour les aider à passer à cette année compliquée, quoi. Merci de nous avoir dressé ce tableau, même s'il est assez catastrophique pour bon nombre d'entre vous, Raphaël Martinez. Et je me permettrai de vous rappeler pour avoir des nouvelles après la semaine qui va se dérouler là, si vous le voulez bien. On fera le point et on suit le dossier, comme on dit ici à Sud Radio. Exactement, avec grand plaisir. En tout cas, merci à vous de vous inquiéter et de nous aider psychologiquement à passer ce cap, en particulier les agriculteurs. Merci pour eux en tout cas. Merci mes amis. Je sais qu'avec moi, vous souhaitez à tous les agriculteurs, viticulteurs, fruiticulteurs, les arboriculteurs, que la semaine qui vient leur soit plus clémente que celle qui vient de se dérouler, parce qu'avec une année Covid et le gel de la semaine dernière, pratiquement tout le territoire a été touché. C'est un coup terrible qui serait fatal à nos agriculteurs affaiblis si ça recommençait. On croise les doigts pour que notre climat maltraité ne se rebiffe pas trop une nouvelle fois. En tout cas, je suis l'affaire, évidemment, et je redonnerai la parole aux agriculteurs, mais cette émission, et nous ferons le bilan des sinistres et des mesures qui seront prises pour leur venir en aide, cette émission leur est ouverte. Moi, je repars faire le marché, comme chaque semaine pour vous, et la semaine prochaine, si tout va bien, je vous emmène déguster de bons petits plats dans un lieu tout à fait inaccessible au commun des mortels que nous sommes. Alors, je ne parle pas de quelques repas clandestins pour les Happy Fews, non, pas du tout. Dimanche prochain, on échappe au climat puisqu'on déjeune dans les étoiles, pas les restos étoilés, on déjeune dans le ciel, au-dessus de la planète et au-dessus de son climat. Vous comprendrez la semaine prochaine. En attendant le décollage, je vous laisse avec nos programmes. Après les infos immédiatement, nous retrouvons Jacques Pessis, les clés d'une vie qui reçoit ce matin Sheila, puis Nathalie Schrein-Guirma, c'est ça la France. Allez, bon dimanche quand même à vous, une grosse pensée pour nos agriculteurs.